Ma mère et mon père se sont mariés très jeunes. Alors, je ne sais pas exactement quel arrangement ils avaient avec la famille de ma mère, mais toujours est-il qu'ils sont restés dans la grande famille. Alors, j'ai été élevée avec les grands-parents, les arrière-grands-parents, les oncles, les tantes, avec finalement beaucoup de monde. Et mon père et ma mère travaillaient à l'extérieur. Alors, la plupart du temps, je restais avec cette parenté élargie-là. Alors, j'ai grandi sur la ferme avec les vaches, les cochons, les poules, etc. Dans cette famille, les filles étaient institutrices, elles étaient instruites et les garçons étaient envoyés dans les chantiers très, très jeunes. Alors, on avait cette différence entre les hommes et les femmes. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais toujours est-il que la maison était remplie de livres, même si c'était une maison rurale. J'ai commencé à lire très très jeune, comme bon, beaucoup de petites filles, je savais mes prières, etc. Mais à l'âge de 5 ans, mes parents, qui devaient probablement avoir ramassé assez d'argent pour déménager, ils sont effectivement déménagés à la ville d'Amos pour me rapprocher de l'école. Et j'ai commencé ma première année et j'ai fait ma deuxième année à Amos. Et par la suite, nous sommes déménagés à Québec. Et j'ai été élevée finalement à Québec. Je me rappelle encore de mon époque à Amos sur la ferme, mais disons que pour les souvenirs d'école, c'est plutôt ici à Québec. Alors à Québec, nous nous sommes installés dans le quartier Limoilou. Et j'ai grandi dans ce quartier-là, d'abord dans la paroisse de Saint-Pascal de Mézeray, puis ensuite dans la paroisse de Saint-Pédis où mes parents ont acheté une maison. Alors, je suis allée à l'école primaire et secondaire à Limoilou. À la 8e année, ici au Québec, on peut entrer soit au scientifique ou au cours classique ou au cours général. J'aurais voulu aller faire mon cours classique qui mène au bac, mais bon, pour toutes sortes de circonstances, je suis rentrée au cours scientifique. En 11e année, en 11e année, normalement, une jeune fille se décide à faire un cours pour devenir institutrice ou technicienne en laboratoire, etc. Mais moi, j'étais encore très jeune parce que j'avais sauté une année au primaire, donc je ne savais absolument pas quoi faire. Et là, il y a une spécialiste en orientation qui a conseillé à mes parents que je fasse finalement le cours classique. Il y avait moyen de passer du cours scientifique au cours classique, donc je me suis retrouvée en 12e année, ce qui aurait dû être la 12e année, en belles lettres spéciales. Et j'ai fait le reste du cours classique. Sauf pour un détail, c'est que entre-temps, il y avait eu la commission parents, il y avait eu le changement, il y avait eu la démocratisation de l'éducation et je ne suis pas sortie de ce cours-là avec un bac, mais avec un diplôme d'études collégiales. Je suis la première génération cégep, finalement. Euh, bon, c'est au cours de cette dernière période du cours classique, pendant les vacances, que je me suis retrouvée dans la réserve de Manoine. Je devais avoir 16 ans, en tout cas les deux étés de 16 ans et 17 ans. Je me suis retrouvée dans cette réserve-là parce qu'il y avait la sœur de ma mère, ma tante, dont le mari était un employé du ministère des Affaires indiennes. Il était, bon, sur la maintenance je pense qu'on appelait ça le DELCO. En fait, c'est l'énergie. Il n'y avait pas d'électricité dans cette réserve-là, mais il y avait une machine qui en produisait. Et lui, en fait, il était mécanicien. Donc, je me suis retrouvée pour les vacances à Manoine, chez ma tante. Et là, ça a été, ben, c'était les vacances. Alors à ce moment-là,
les Autochtones revenaient du pensionnat. Et vraiment, c'était les grandes vacances. Et je suis devenue amie avec ces jeunes-là. Jeunes filles, jeunes hommes. Et puis, on a eu bien du plaisir. On organisait des fêtes, on organisait du cinéma, des séances de cinéma à la salle communautaire. Alors, ça a été là mon premier contact avec les Autochtones du Québec. Et ça a été extrêmement déterminant, c'est la raison pour laquelle j'en parle, ça a été extrêmement déterminant pour moi parce que ça a été toute une déstabilisation pour moi parce que la réserve indienne, moi je m'attendais à voir ce que j'avais vu dans mes livres d'histoire. Bon, c'était pas au stade de l'Indien avec des plumes sur la tête, mais pas loin de ça. Les Indiens qui martyrisaient les missionnaires, c'était vraiment... Et pourtant, c'était des gens, bon, ben, comme tout le monde. La seule différence que je voyais, c'était... ça ressemblait à la vie des petits villages ruraux. Alors, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Bon, etc. Évidemment, il y avait la langue, il y avait la façon dont les femmes s'habillaient, avec bon, les jupes carottées, le béret sur la tête. Bon, ça, c'était un petit peu questionnant. Je voyais bien qu'il y avait une différence là, avec les villages ruraux que je connaissais. Alors, au retour, je pense que j'étais déjà passée au ce qu'on appelle le collège 1. J'ai demandé à mon professeur, j'ai parlé à mon professeur de sciences sociales, il y avait des professeurs pour chaque matière. Professeur de sciences sociales, je lui racontais un peu mon expérience de l'été et je dis, mais on était avec les Amérindiens, comment je pourrais comprendre, comment je pourrais essayer de voir ce qui se passe? Enfin bref, j'arrivais même pas à formuler mes questions d'une certaine façon. Alors, lui, il était aussi désemparé que moi, ce professeur-là. Et il m'a dit, écoute, moi, je connais pas vraiment la question autochtone. Il devait probablement dire d'ailleurs à l'époque la question indienne. Mais je crois que la science qui pourrait s'approcher de cette population-là, c'est l'anthropologie. Et tout ce qu'il connaissait lui-même probablement de l'anthropologie, c'était Margaret Mead. Alors il m'a recommandé de lire L'un et l'autre sexe, qui était la traduction de Man and Woman, je pense. Alors j'ai lu ça, mais je me dis non, c'est pas ce que je cherche du tout, du tout. Mais enfin bref, ça a été mon premier contact avec l'anthropologie. Parce qu'au collège, bon, c'était un très bon collège, ça s'appelait le collège universitaire Garneau. Rien à voir avec le cégep Xavier Garneau. C'était une institution rattachée à l'université Laval. Et les cours étaient là où se trouve le petit séminaire de Québec, en face, l'ancienne école de médecine, dans la rue de l'université, dans le Vieux-Québec. Soit dit en passant, c'était un collège extrêmement intéressant. Ça a été... très déterminant aussi pour moi que d'aller dans ce collège-là. J'ai été en contact avec des professeurs extraordinaires, dont Sylvain Lelièvre en littérature québécoise. Puis on avait bon, des cours et des professeurs extrêmement intéressants. En sciences sociales, on avait eu Micheline Desève, qui a été plus tard, qui devait être étudiante à l'époque, qui avait vraiment à peu près le même âge que nous. Et la plupart des gens d'ailleurs, la plupart de mes collègues sont allés en sciences politiques à cause de Micheline Desèvres qui était très, très stimulante. D'ailleurs, c'était en sciences politiques que j'aurais voulu continuer en sciences politiques, mais mon intérêt pour la différence ou pour l'autre, entre guillemets, a fait que j'ai voulu m'inscrire en anthropologie. Il y a aussi des influences des amis aussi qui m'entouraient, qui m'ont fait connaître aussi un petit peu plus l'anthropologie. À l'époque, à l'Université Laval, on n'entrait pas directement en anthropologie, on entrait en sciences sociales. Il y avait un tronc commun. Et mon entrée en sciences sociales a coïncidé avec... c'était en 1968.
a coïncidé avec un très fort engouement pour les sciences sociales. On était dans des salles de 250, on était au 2C du pavillon de Connect. On était facilement 250 dans la classe. Et on avait des cours magistraux. Bon, j'étais remplie de doutes pour cette première année-là. Ça a été un petit peu difficile parce que ça ne répondait pas du tout à mes questions. C'est pas vraiment les sciences sociales que je voulais faire, c'est de l'anthropologie. Et en deuxième année, enfin, on pouvait soit choisir sociologie ou anthropologie. En fait, on rentrait dans le département de sociologie, mais on pouvait s'orienter davantage vers des cours d'anthropologie. En fait, le département d'anthropologie a été fondé en 71. Et puis, j'ai participé aux revendications pour que anthropologie se sépare de sociologie. J'ai été de cette génération-là. Alors, je suis arrivée en anthropologie en 1969 et bon, bien que je sois allée en anthropologie pour la question autochtone, eh bien, j'ai pas eu de chance parce que il y avait pas de cours, il n'y avait pas de professeur ni de chargé de cours sur cette question-là. En fait, les cours sur les Autochtones se donnaient à l'Université de Montréal, mais je n'étais pas encore en mesure de quitter ma famille pour aller à Montréal. Donc, je suis restée à l'Université Laval. Et là, on avait des cours sur l'Afrique, on avait des cours, Bernard Saladin était déjà là. Donc, on avait des cours sur les Inuits, des cours sur Mésoamérique. Pierre Bocage est arrivé à ce moment-là. On avait des cours sur le Québec aussi, sur la Côte-Nord. Donc, j'ai mis un peu sous le boisseau mon intérêt pour les Autochtones, mais ça restait toujours à l'arrière-plan. Mais les circonstances ont fait que Pierre Bocage, à cette époque-là, avait un projet qui avait démarré en 68, si je me souviens bien, ou en 69, avec une première génération d'étudiants qu'il avait amenés sur le terrain dans la Sierra Norte de Puebla, au centre du Mexique. Et moi, j'avais pas d'arrière-pensée du tout. Je pensais jamais que je pourrais être intégrée à un projet de professeur. Et j'avais pris des cours d'espagnol dès la première année, celle du tronc commun, des cours supplémentaires d'espagnol. Et j'avais pris les cours de Pierre Bocage, que je trouvais très stimulants, mais j'avais toujours comme l'idée de pouvoir, avec les outils de l'anthropologie, pouvoir aller étudier les Autochtones. Mais entre-temps, Pierre faisait du recrutement pour une deuxième année sur le terrain, pour une deuxième saison sur le terrain. Et les circonstances ont fait qu'il m'a remarqué, et probablement parce que j'ai fait un travail dans son cours qu'il a apprécié. Puis il faisait des réunions avec les gens qui étaient intéressés. Alors je me rendais à ces réunions-là, comme beaucoup d'autres étudiants. Et il nous donnait une formation supplémentaire, si tu veux, par rapport à ce qu'on devait attendre sur le terrain. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée entre la deuxième année et la troisième année du bac à aller dans la Sierra Norte de Puebla pour faire un séjour de 4 mois. C'était à l'été 70. J'avais exactement 20 ans à ce moment-là. Et ça a été une expérience très, très dure, très difficile. Premièrement, mon espagnol était relativement élémentaire, mais en plus, la communauté où Pierre m'a envoyée, les gens ne parlaient pas l'espagnol, ils parlaient le totonac.
Alors, il y avait comme une espèce de petite confusion. C'était pas très pratique pour faire des entrevues. Alors, j'ai mis en pratique ce qu'on avait appris dans les cours de technique et méthode, donc observation plus ou moins participante. Et c'est à peu près tout ce que je pouvais faire. Bon, il y avait quelques individus qui parlaient un peu espagnol, donc on arrivait à communiquer de cette façon-là. Et aussi, la façon de travailler de Pierre, c'était un projet d'anthropologie économique. Anthropologie économique, il faisait la comparaison entre la Sierra, la haute montagne et la basse montagne, comparaison entre les Totonacs et les Nahuas, les Totonacs habitant la haute montagne, puis les Nahuas la partie plus chaude. Et sa principale technique, c'était de passer des questionnaires. Donc, dans cet été-là, je pense que ça s'est étendu sur les 2 étés parce que je suis retournée à l'été 71. Alors, j'ai passé des centaines de questionnaires, en fait 350 exactement, un par maisonnée. Pierre m'avait dit « Ah, je t'ai trouvé une belle petite communauté, il doit y avoir à peu près 100 maisonnées. » Il y en avait 350. Il avait fait une sous-évaluation de la situation, mais enfin, peu importe. Et je me rappelle que pour passer ces questionnaires-là, on était en pleine saison agricole. Alors, les chefs de famille partaient très, très tôt le matin pour aller à leur champ et revenaient assez tard pendant la journée. Alors, la solution qu'on avait trouvée avec mon accompagnateur interprète, c'était de passer les questionnaires entre 4h30 le matin et 7h30. Alors, l'interprète, en plus d'interpréter, il tenait la lampe de poche et moi, je complétais les questionnaires. Alors, à partir de ce moment-là, je m'étais promis que dans mes propres projets, j'avais peut-être pas pensé ça aussi explicitement, mais qu'on n'aurait pas de questionnaire. Mais enfin, bref, toujours est-il qu'on a réussi quand même à faire quelque chose d'assez bien avec ce projet-là. Difficile, je disais que c'était très, très difficile parce que les conditions de terrain étaient... je ne m'y attendais vraiment pas. D'abord, il fallait marcher pendant 3 heures pour atteindre le village. C'était en montagne, donc on monte, on descend et puis finalement on monte jusqu'au village. Aussi, bon, à part le problème de communication qui était très, très marqué, il y avait aussi les conditions matérielles, c'est-à-dire pas de toilette, pas d'eau courante évidemment, pas d'électricité, pas de, ça peut paraître étonnant, mais pas d'ustensiles pour manger. J'ai réalisé, et Pierre avait oublié de le mentionner, mais on mange avec la tortilla, hein? Alors, c'est ce qui fait office d'ustensile. Donc, le premier matin, je me rappellerai toujours, le premier matin, c'est que ma logeuse voulait me faire plaisir. Elle m'a fait un mollet. Un mollet poblano, c'est une sauce au chocolat, mais je l'ignorais, chocolat et piment, et c'est noir, OK? Et ça pique. Donc, c'est très loin, c'est très loin des céréales puis des rôtis. Alors, j'étais complètement déstabilisée, mais vraiment complètement déstabilisée. Et là où je veux en venir, c'est que malgré l'excellence des cours qu'on avait eus à l'époque, en 2e année et en 3e année, on n'était pas bien préparé à ce genre de terrain-là. C'est-à-dire, oui, on nous enseignait les méthodes, les techniques, mais on oubliait de nous parler des conditions de terrain, c'est-à-dire de la vie quotidienne. Peut-être que si on nous en avait parlé, on n'aurait pas voulu y aller. C'est peut-être pour ça que Pierre avait oublié de le mentionner, mais bon, c'est quelque chose qui m'a quand même beaucoup marqué. Mais l'avantage de commencer par un terrain extrêmement difficile du point de vue matériel, du point de vue humain, c'est qu'après cela, quelque expérience que ce soit paraît extrêmement facile.
Donc, c'est ça, j'ai commencé à la dure et je ne sais pas si la théorie à ce moment-là, c'était de... c'est parce qu'il existe, je pense qu'il existe à peu près deux théories sur le terrain. C'est-à-dire, ou bien on envoie les étudiants, on les parachute, on ne les prépare pas, et c'est eux-mêmes qui se forgent en faisant du terrain, et ils ont les surprises, ils les absorbent, ils les transforment, ou bien on les prépare le mieux possible. Hein, il y avait déjà à l'époque, je pense que c'est ça, c'est peut-être ce que Pierre a voulu faire avec nous, mais moi je pense que la préparation doit se situer à peu près au milieu. Je pense qu'il faut avertir les gens de ce qui les attend, mais sans les materner pour autant. Enfin, euh, bon, à partir de ce terrain-là, bon, j'y étais allée comme auxiliaire de recherche de Pierre. Je ne pensais pas vraiment continuer à la maîtrise. En fait, à l'époque, j'ai l'impression que je, je, je ne planifiais pas beaucoup mon avenir. Et pour Pierre, c'était comme dans la suite logique des choses. Et aujourd'hui, je le comprends. Quand on a une subvention de recherche comme il avait à l'époque, c'est dans son intérêt, c'est son devoir d'ailleurs de favoriser l'obtention de diplômes universitaires par ses assistants. Alors pour lui, c'était dans la logique des choses que je continue à la maîtrise et j'ai continué presque automatiquement sans m'en rendre compte exactement à la maîtrise et j'ai pu récupérer les données recueillies pendant les 2 étés. Alors j'ai enchaîné presque automatiquement à la maîtrise et on était donc en 71 par là. Mais entre-temps, Pierre Bocage avait quitté l'Université Laval et travaillait désormais à l'Université de Montréal. Donc, je l'ai suivi comme auxiliaire de recherche à Montréal et je suis passée de Québec à Montréal. J'ai quitté la famille pour de bon.